Bienvenue, ravi de vous retrouver ce soir pour parler d'une thématique considérée encore en 2022 comme un sujet tabou. Un problème de santé publique qui touche pourtant entre 15% à 20% des couples algériens, en l'occurrence le problème de l'infertilité ou cette incapacité de procréer naturellement. C'est un vrai sujet d'inquiétude pour ceux qui se rêvent plutôt parents. Aux yeux de la société, dès qu'un couple n'arrive pas à avoir un enfant, c'est bien souvent la faute de la femme. Pourtant, chez nous, plus qu'ailleurs, l'infertilité est aussi masculine. Quelles sont les causes de cette maladie? Quel regard porte la société sur les couples infertiles? Arrive-t-on à en parler ouvertement? Les hommes consultent-ils simultanément avec leurs femmes, puisqu'il s'agit d'une maladie du couple et un enfant se conçoit à deux? Enfin, quelles sont les thérapeutiques proposées en Algérie pour accompagner les couples infertiles? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir le docteur Benaybouch Farid. Vous êtes gynécologue obstétricien, vous êtes également secrétaire général de l'ANGOL, l'association des gynécologues libéraux. Bonsoir. Merci, bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Hachi Karim. Vous êtes urologue. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Kalfa Salahaddine. Vous êtes gynécologue, vous êtes spécialiste en infertilité. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et puis, le meilleur pour la fin, ne soyez pas jaloux, messieurs. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Madame Amoura Zohra, notre témoin ce soir. Je dis ça avec grand plaisir parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un témoin pour cette émission. C'est dire à quel point ce sujet reste tabou. Même lorsqu'un couple arrive à avoir des enfants, cela reste très douloureux d'en parler. Bonsoir, Madame Amoura. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci et je vous remercie pour l'invitation et bonsoir. Voilà. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté gentiment notre invitation. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui vous êtes l'heureuse maman d'un enfant de 17 ans, qu'on salue au passage. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? On a eu beaucoup de mal, je le rappelle encore une fois, à trouver des témoins. Vous me disiez, vous-même, en préparant cette émission, qu'il est toujours douloureux d'en parler. Pourquoi vous avez accepté de témoigner? J'avais un but, un objectif bien précis. Oui. C'est de secouer cette population qui n'arrête pas d'harceler ces couples. Et je veux que ça change. Je souhaite que ça change. Et de laisser le couple choisir sa destinée et trouver des solutions. Voilà. Oui. Vous voulez dire que la souffrance que vivent les couples en mal d'enfants ne vient pas forcément de l'intérieur du couple, mais plutôt de la pression qu'exerce la société ou la famille d'une manière plus précise? Absolument. Du moins ce que j'ai vécu moi. Oui. Pas de l'intérieur du couple, parce qu'on peut quand même mener une vie harmonieuse, même si on n'a pas d'enfants, surtout les premières années. Et puis, il y a une prise, après quelques années, il y a une prise de conscience et on y va pour explorer. Oui. Mais vous l'avez bien dit, c'est de l'extérieur, c'est surtout la famille. C'est mal vu, un couple sans enfants en Algérie? Très mal vu, oui. Parce que pour eux, un mariage, ce qui suit le mariage, c'est les enfants. On pourra vous poser les questions autant que peut-être chaque semaine. Si vous les rencontrez chaque semaine, on vous posera la même question. Quoi de neuf? Oui. Alors il est important aujourd'hui, disons-le, comme disait à l'instant Madame Amoura, de secouer un peu les consciences collectives, docteur Benaybouch. Je le disais en préambule, on jette toujours la faute sur la femme. Il est important aujourd'hui de dire que ce n'est la faute à personne si un couple n'arrive pas justement à avoir d'enfants. Absolument. Je pense qu'il faut considérer l'infertilité comme étant une maladie à part entière. C'est d'ailleurs pas une incapacité totale à concevoir, c'est juste une difficulté parfois de concevoir. Et donc il faut savoir qu'il y a plein de solutions et que c'est juste un temps à passer. Effectivement, il faut explorer, il faut absolument, moi j'insiste beaucoup sur l'exploration parce qu'il faut trouver une cause à cette infertilité. Et puis, effectivement, le plus gros problème dans ça, je rentre dans le sujet, c'est l'âge. Effectivement, qui reste un problème parce qu'au-delà de 35 ans, on a vraiment des difficultés à réussir. Oui. Donc autant maintenant que l'âge du mariage en Algérie est aux alentours de 30 ans, oui, même un peu plus, je crois.
Et effectivement, il faut c'est une grosse problématique posée de par le monde, docteur Benaïbouche. Absolument. Justement, docteur Hachi, justement, dans le monde, on parle à peu près de 182 millions de personnes qui souffriraient d'infertilité. On pointe du doigt aujourd'hui, je le disais encore une fois en préambule, également l'infertilité masculine. Est-ce que c'est parce que auparavant, les hommes ne consultaient pas, ou alors on est réellement devant un déclin de la qualité du sperme? C'est clair qu'il y a actuellement un déclin. Je vais vous donner des chiffres. Oui. En 1960... On parle de parité, ou peut-être que les hommes seraient, par exemple en Algérie, est-ce que les hommes sont plus responsables de l'infertilité du couple? Actuellement, on estime que l'homme est responsable une fois sur deux, c'est-à-dire dans 50% des cas, soit seul, soit avec sa partenaire. Parfois, ce sont les deux, c'est le couple qui est atteint. Et donc, on estime actuellement que l'homme est en cause dans au moins 50% des cas. Et ce déclin de la fertilité de l'homme, en tous les cas, il est bien documenté actuellement. On estime que la fertilité de l'homme décline actuellement d'environ 3% chaque année. C'est-à-dire qu'on estimait en 1973, pour vous donner des chiffres, le taux moyen de spermatozoïdes chez l'homme était estimé autour de 100 millions. C'est ça. 100 millions de spermatozoïdes. Actuellement, il est autour de 40 millions, 48 millions en 2018. Absolument. Sur des études qui sont faites partout dans le monde. C'est-à-dire que on pouvait s'imaginer que la fertilité était plutôt un problème dans les pays occidentaux, mais en fait, c'est quelque chose qui est retrouvé même dans tous les continents. Et cette baisse de la fertilité, elle est bien établie actuellement. On parlera des causes ensuite, éventuellement. Oui, on parle justement, juste pour rappel, on dit aujourd'hui qu'un homme produit 2 fois moins de spermatozoïdes que son grand-père, ce qui est énorme aujourd'hui. Alors, 15 à 20%, docteur Khalfa, c'est énorme, 15 à 20% d'infertilité, c'est le chiffre qu'on donne pour l'Algérie, c'est énorme. Est-ce qu'il y a une explication? Alors, on en parlait de l'âge. Est-ce qu'il y a une explication, par exemple, des facteurs environnementaux qui seraient incriminés aussi? Bon, statistiquement parlant, il n'y a pas que les facteurs environnementaux. Bon, on a 30% de causes féminines. Non, je veux dire en plus de l'âge. Oui, on a 30% de causes féminines strictes, on a 30% de causes masculines strictes, on a pratiquement 30% de causes mixtes, et il y a 10% de causes inconnues, il y a 10% on ne connaît pas, on ne trouve pas la cause. C'est des infertilités d'ordre idiopathique, on appelle ça idiopathique, il n'y a pas de cause. Inexpliquées. Inexpliquées. Bien sûr, il y a les facteurs environnementaux, il y a la qualité de vie, il y a l'obésité, il y a les toxiques. C'est ça, les perturbateurs endocriniens aussi. Notre alimentation est aujourd'hui... Effectivement, notre alimentation est incriminée. Effectivement. Tout ça participe au déclin de la qualité spermatique de l'homme, et aussi un phénomène qu'on voit de plus en plus, qui est la réserve ovarienne de la femme, de plus en plus jeune. On voit de femmes de plus en plus jeunes qui ont une réserve ovarienne amoindrie, même si elles ont moins de 30 ans. C'est vrai que l'âge est l'ennemi numéro 1 de la femme, mais on voit des femmes jeunes qui ont une réserve inquiétante. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément corrélé avec l'âge, la qualité des ovocytes. Pas toujours. Mais l'âge est l'indicateur le plus... Absolument. Alors, vous êtes spécialiste de l'infertilité. Est-ce qu'on peut savoir, à titre d'exemple, justement, quelle est la patiente la plus âgée qui a réussi à procréer Est-ce qu'on peut avoir un âge? Notre centre à 43 ans. 43 ans avec l'aide médicale. Oui. Avec l'aide médicale. Spontanément, les femmes peuvent procréer. Spontanément, effectivement, il y a des couples qui sont très fertiles. On a vu des grossesses à 44 ans. Mais c'est des exceptions. Il ne faut pas les prendre comme exemple. Les couples qui ont un problème d'infertilité ou d'hypofertilité, l'âge est l'ennemi numéro 1. Attention. Oui. Voilà. Alors pour comprendre justement, juste pour rappel, la personne la plus âgée dans le monde avait 72 ans, et justement c'était une mère qui avait porté les ovocytes de sa fille. Alors justement, je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage pour mieux comprendre qu'est-ce que l'infertilité et puis les moyens justement d'accompagner les couples infertiles. Regardez, c'est un reportage signé Majda Dahmoun.
Avoir un bébé est le souhait le plus cher des couples mariés. Pour certains, c'est même un rêve. Les spécialistes disent qu'un couple sur 6 est incapable de concevoir après 12 mois de vie commune. Pour les couples dépassant les 36 ans, c'est à partir de 6 mois qu'il faudrait consulter. Les raisons sont héréditaires, environnementales et autres. Pour avoir des enfants, il faut être 2. Donc la responsabilité, elle est commune. 60%, la responsabilité, c'est l'homme. C'est pour cela qu'on insiste pour que l'homme vienne se soigner. Le tabac est responsable de la mort des spermatozoïdes. Deuxièmement, l'alcool. Nous avons actuellement dans l'environnement beaucoup de produits qui altèrent la spermatogénèse, essentiellement les plastiques. Chez l'homme, 35%, c'est le varicocèle. Donc il y a une diminution du nombre de spermatozoïdes, il y a une anomalie dans la mobilité. Les infections sont cause d'infertilité. Maintenant, nous avons d'autres germes qu'on appelle le chlamydier, le mycoplasme. Il y a les causes génétiques, l'uréthine. Ils sont à 10%. Pour confirmer son infertilité, le couple passe d'abord par un interrogatoire consistant à comprendre son état d'esprit, puis par un bilan hormonal. Ensuite, l'homme fera un spermogramme et la femme une hystériographie. Les résultats obtenus permettront au gynécologue de déterminer quel type de PMA conviendrait au couple. Une fois confirmée sa stérilité, on va confirmer le type de PMA et donner un pronostic de grossesse chez ce couple-là. La plus simple des PMA, c'est l'insémination artificielle avec le sperme de conjoint qui a ses indications. C'est une stimulation simple pour obtenir 1 à 2 follicules, pas plus. Ça dépendra aussi de l'âge de la patiente. La différence qui existe entre une fécondation in vitro et une ICSI, en fécondation in vitro, on va mettre l'ovocyte, la cellule féminine, au contact de centaines de spermatozoïdes et on va laisser le spermatozoïde rentrer tout seul. L'ICSI, par contre, c'est surtout les indications masculines. Il n'y a pas beaucoup de spermes, ils sont mal formés, etc. Donc on va choisir les meilleurs spermatozoïdes et on va le prendre et on va le micro-injecter directement dans l'ovocyte. Le pronostic change d'un couple à un autre. Mais dans les meilleurs des cas, en taux de grossesse, on arrive jusqu'à 38 à 40% de chances de faire une grossesse. Les follicules et spermatozoïdes recueillis par le gynécologue iront directement au laboratoire où se fait l'injection intracytoplasmique. Les ovocytes doivent être matures, c'est-à-dire bloqués en métaphase 2. Pour les spermatozoïdes, la sélection elle est un peu plus difficile. Si on a des spermatozoïdes de morphologie typique, Allahumma barik, on prend le spermatozoïde. Sinon, on doit choisir les spermatozoïdes d'abord mobiles qui reflètent leur vitalité, bien sûr. Deuxièmement, des spermatozoïdes morphologiquement acceptables. Les cas d'azoospermie ont un espoir de faire chez eux une biopsie testiculaire. Même si on ne trouve pas de spermatozoïdes à l'intérieur du testicule et que les cellules germinales existent, il y a un espoir de régénérer cette usine. Les techniques de procréation médicalement assistée ont tellement évolué que le rêve d'avoir un enfant devient un rêve plus que jamais accessible. Oui, un rêve qui devient accessible, on l'espère en tout cas. Alors avant de revenir peut-être sur toute cette batterie de traitements qui est aujourd'hui proposée fort heureusement, quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui réellement de l'accompagnement des couples infertiles ? Est-ce qu'on arrive finalement à les aider, sachant qu'aujourd'hui, alors rien que pour prendre l'exemple justement des méthodes qui ont été proposées dans le reportage, ça coûte très cher, c'est-à-dire il y a déjà une difficulté d'accès aux soins. Est-ce que finalement on arrive à aider ces couples ? Oui, absolument. Je pense qu'en Algérie, notamment, on a. Il faut rappeler que dans le public, il n'y a que 2 centres qui le font. Alors, un à Alger, un à Oran, c'est ça. Enfin, à ma connaissance, il y a un seul centre, c'est celui de Parnay. Il y a un autre aussi à Oran. Je pense que c'est le seul qui est fonctionnel, du moins, c'est celui de Parnay. Et justement, c'est une situation qui n'est pas tout à fait normale. C'est vrai que gérer un centre de procréation médicalement, il faut quotidiennement, ce qui peut être difficile dans le public. Mais pour revenir à la question, effectivement, on aide beaucoup les patientes. D'abord sur le plan exploration. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'efforts à les accompagner sur le plan psychologique parce que c'est vraiment un aspect
qu'on ne prend pas vraiment en considération, et ça c'est extrêmement important. Et puis les émissions comme la vôtre sont vraiment intéressantes, parce qu'il faut que les patientes sachent qu'il y a des facteurs, la parole. Voilà, et que ce n'est pas un tabou. C'est pas normal que dans une société qui quand même évoluée, qu'on n'arrive pas à avoir un témoin pour essayer d'en parler, ou plusieurs. Pourquoi c'est encore tabou de parler d'infertilité alors que c'est une maladie comme les autres, et qu'il faut lui faire une approche globale et non pas les stigmatiser comme étant des personnes qui ont échoué, parce que souvent qui ont échoué leur vie. Justement, souvent c'est cette notion d'échec, absolument. De vie, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et des émissions comme ça permettront aux gens de parler facilement de leur souffrance, parce que c'est une souffrance. Clairement. Docteur Hachi, justement, on en parlait avant le début de cette émission, justement. Vous me disiez qu'aujourd'hui, il y a un changement dans le sens positif du sens, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui consultent. Absolument. Alors, assez souvent, c'est vrai que le couple va en première intention chez le gynécologue. Et dès que le gynécologue se rend compte que le problème est masculin, assez souvent, on les reçoit. Pour nous, le challenge, c'est d'améliorer la qualité du sperme de l'homme. Oui. Et actuellement, beaucoup de solutions existent. Que ce soit des moyens chirurgicaux, par exemple la chirurgie de la varicocèle, qui est quelque chose qui est fréquent et qui donne des résultats. Que ce soit surtout le fait de faire changer à l'homme un petit peu son hygiène de vie. On peut obtenir des résultats. Parfois, la qualité du sperme peut être améliorée assez vite avec des petits moyens. Le traitement, un changement dans l'hygiène de vie, une modification un petit peu dans le sens de la diminution du stress, perdre du poids, arrêter le tabac, arrêter tous ces toxiques, on y reviendra peut-être, mais en tous les cas pour nous, le challenge c'est d'améliorer la qualité du sperme, et on arrive à des résultats assez probants. Peut-être un point très important, on parle depuis tout à l'heure justement de cette souffrance, et puis démystifier certaines notions qui ne sont pas forcément justes, rappeler l'importance aujourd'hui, parce que on associe souvent peut-être infertilité à virilité. Rappelez, puisque vous êtes urologue, qu'il n'y a rien à voir, absolument rien à voir avec les capacités sexuelles d'un homme et son infertilité. Absolument, absolument. Ce sont deux choses complètement différentes. La dysfonction érectile, la dysfonction sexuelle est complètement à différencier de l'infertilité. Les traitements ne sont pas les mêmes et ça ne marche pas ensemble. On peut très bien avoir un problème de fertilité et avoir, au point de vue sexuel, une vie sexuelle tout à fait harmonieuse. Oui, absolument. Docteur Khalfa, l'OMS classe l'infertilité comme une maladie à part entière, mais aujourd'hui, elle est à différencier justement de la stérilité. C'est très important de savoir la différence. Bien sûr, c'est une différence importante en matière de terminologie, en matière de blessure. Lorsqu'on parle de stérilité, c'est que c'est définitif et c'est très blessant comme terme. On parle d'infertilité ou d'hypofertilité ou de retard à la procréation. Je voudrais revenir sur la stigmatisation. Ce n'est pas un phénomène qui est typiquement algérien, c'est un phénomène, même en Europe. Même les couples infertiles sont souvent stigmatisés. Et l'homme crée une relation entre sa fertilité et sa virilité. C'est ça, voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant. Oui, et la femme, entre l'accomplissement de la féminité, même pour la femme, et d'enfanter et d'avoir un enfant. Ils sont stigmatisés partout dans le monde. C'est vrai qu'au pays du tiers-monde, et surtout les pays musulmans, ils sont stigmatisés d'une manière un peu plus importante. Pour nous, peut-être, il y a une difficulté à concevoir l'image de la famille sans enfant. Peut-être c'est ça qui est d'autant plus difficile chez nous. Chez nous, ce qui n'est pas le cas forcément dans des pays occidentaux. Le mariage, comme l'a dit Mme Amoura, le mariage doit être suivi rapidement. Donc, même les couples qui désirent une contraception, les premiers mois de leur mariage, pour des raisons d'études pour la femme ou pour des raisons socio-professionnelles, sont pratiquement, c'est mal accepté. Le mariage, il y a une pression, dans l'esprit de l'Algérien, doit être suivi dans l'année qui suit ou dans les 2 années qui suivent d'un enfant. S'il y a un retard, et les questionnements ne viennent pas uniquement de la famille. Si une femme s'assoit à côté d'une autre femme dans un bus, au bout de 5 minutes, elle lui demande est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, et si elle ne l'a pas, elle va lui dire pourquoi. On a un témoin ici, elle va voir. Même les inconnus osent on va lui tendre la perche. Même les inconnus osent poser la question au niveau du salle d'attente. C'est un phénomène qui est d'un côté bizarre, mais c'est très fréquent. Très fréquent. Être
infertile dans une société algérienne est très, très mal vécu. Oui. Est-ce que l'infertilité, justement, c'est une question qu'on pourrait se poser aussi, est-ce que l'infertilité est un peu l'antichambre de la stérilité? Est-ce qu'absolument il faut la traiter ou on risque d'être stérile ou pas? C'est qu'il ne faut pas tomber dans un climat de panique. D'ailleurs, on reçoit des femmes, des couples, après 3 mois de mariage, parce que l'inquiétude est là. Dès le premier mois, dès que la femme a ses règles le premier mois, la pression commence. Et on les renvoie. À 3 mois de mariage, elle vient consulter, elle a 22 ans, elle est inquiète. Elle est inquiète pour son avenir, c'est la fertilité. Son avenir de couple, la stabilité du couple dans son esprit, c'est la fertilité, c'est avoir des enfants. Si elle n'a pas d'enfants... c'est un échec, comme on disait tout à l'heure. Pour elle, c'est un échec. Absolument. Dans la féminité, pour l'homme, c'est vu comme un échec. Pour l'homme, il pense que la société le voit comme quelqu'un qui a une validité moins importante. Absolument. Madame Amoura, justement, docteur Khalfa nous tend la perche. À quel moment vous avez consulté? Est-ce que c'est venu après une pression aussi, parce que vous disiez justement que vous étiez heureuse, même sans enfant, vous étiez heureuse. Oui. Alors là, c'est une très bonne question. On met du temps pour aller consulter. Moi, j'en ai mis 3 ans. Oui. Et encore, je suis... Vous aviez quel âge quand je suis allée... Quand vous avez consulté 23-24 ans. Oui. Toute jeune. Même si j'étais professionnelle Absolument, vous êtes dans le domaine. Je suis dans le domaine, mais... J'étais jeune, peut-être c'est la jeunesse, peut-être. Et puis je me dis, j'ai des informations qu'il faut attendre 2 ans. Oui. C'est parti jusqu'à 3 ans. Et c'est là où j'ai commencé ma première consultation. Oui. Et c'était suite à une pression aussi, une pression de votre entourage? C'est vrai, il y a une petite pression. Je ne la ressentais pas. Mais c'était quand même une pression. Oui, on peut appeler ça une pression. Oui. Sauf que moi, j'évitais... Là où il y a moi je dirais aux gens, aux femmes, là où il y a de la pression, j'y vais pas. Parce que j'ai horreur qu'on me pose la même question à chaque événement, à chaque fête, à chaque... Oui. Alors, oui, souvent malheureusement on est confronté à ce genre de situation, de la méchanceté gratuite. Oui, c'est de la méchanceté. Parfois on pose la même question alors qu'on connaît d'emblée la réponse. Alors vous avez consulté après 3 ans. Docteur Benaïbouche, avant on disait d'attendre 2 ans. Aujourd'hui on dit qu'il faut consulter dans les 6 mois ou pas? Ou ça dépend de l'âge finalement de la personne? Voilà, donc ça dépend de l'âge, et ça dépend, mais de toute façon on a beau leur dire qu'il faut attendre 1 an, parce que les définitions, c'est l'OMS qui l'a dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est la définition de l'infertilité, c'est la difficulté de concevoir dans l'année qui suit des rapports sexuels normaux réguliers. Donc dans l'année, si vous n'avez pas, il faut venir consulter. Mais sinon, avant, ça ne sert absolument à rien, parce que justement l'hypermédicalisation, parce qu'on tombe dans l'hypermédicalisation qui peut être néfaste pour la patiente et pour le couple. Hein. Oui. Vous savez que le couple, chez nous, pour revenir sur la société, quand elle vient, des fois, on sait que c'est la femme qui est infertile parce que l'homme est d'emblée arrogant, et quand c'est l'homme, c'est le contraire, c'est terrible. C'est parce que la perception de l'infertilité, c'est juste... C'est très sensible. D'ailleurs, c'est moi ou c'est elle? La question est souvent, d'ailleurs, moi, personnellement, je ne réponds jamais à cette question, même lorsqu'il y a une nasospermie et donc absence totale des spermatozoïdes, parce que souvent, il y a une association des deux, et du moins, il faut absolument essayer de prendre en charge globalement le couple pour son infertilité. Pour revenir juste par rapport à la période qu'il faut attendre, justement, parce que c'est très important, peut-être consulter rapidement pour savoir déjà s'il y a un problème ou pas, et après laisser le temps faire si on n'a pas de problème. Absolument. Moi, je pense que, de toute façon, les recommandations sont nettes. Il faut consulter après 1 an de mariage pour nous. Il y a une exception qui est faite pour l'âge. Justement, quand la femme a plus de 35 ans, il faut qu'elle consulte au bout de 6 mois. Sinon, il y a un autre... Ça, c'est la définition même de l'infertilité. C'est la définition même de l'infertilité. Maintenant, il y a un autre domaine, c'est lorsqu'il y a un symptôme. Lorsqu'il y a un symptôme particulier, on peut consulter avant l'année. Par exemple, une femme qui fait des spanioménorrhées, c'est-à-dire des retards de règles, qui fait régulièrement des facteurs de grade, ou qui n'a pas de règles, ou qui saigne, ou qui a très mal, et pendant les règles et en dehors des règles, il y a des petits signes d'appel, un hirsutisme par exemple, les femmes qui ont un peu plus de poils que d'autres est un signe d'appel. Lorsqu'il y a un signe d'appel, effectivement, il faut consulter
plus tôt que prévu. Mais sinon, quand on a moins de 35 ans, il faut absolument attendre une année parce qu'en fait, c'est pas 100% de couples qui tombent, qui font une grossesse dans l'année. Oui. Et puis, il faut laisser la nature et faire par contre, parce que parfois, le docteur Hachi l'a évoqué, il y a des troubles sexuels. Parfois, ça ne se passe pas très bien sous la couette, comme on dit chez nous, et donc il y a des troubles sexuels. C'est peut-être juste ça qui fait qu'il n'y a pas de grossesse. Absolument. Alors, vous en avez touché un mot, hein, justement, docteur Hachi. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des consultations, parce que c'est une maladie quand même du couple, hein, parce que normalement, en consultation, on doit voir le couple. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive justement à voir... C'était pas votre cas, hein, Madame Mamoura, votre mari a mis du temps pour consulter. Je reviens à vous. Oui. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, ou on exige aujourd'hui qu'il y ait des consultations de couple, parce que c'est important? Oui, absolument, puisque le problème peut exister chez l'homme et la femme. Bon, il est clair que malheureusement chez nous... Les hommes sont sensibilisés aujourd'hui? Oui, ils sont sensibilisés, mais c'est souvent la femme qui les ramène, qui leur met un petit peu la pression. Assez souvent, la femme a déjà fait la preuve de sa fertilité. Et c'est donc assez souvent en seconde intention que l'homme fait un spermogramme ou se fait examiner par un urologue. Il faut dire que c'est un examen très simple. Hein. Absolument, absolument, c'est clair. Et ça va nous permettre rapidement de déclencher une batterie d'examens éventuellement et d'arriver à des résultats dans une part importante des cas. Madame Mamoura, sur justement la consultation du couple, comment ça s'est passé pour vous? Alors vous êtes allée seule, hein, c'est ça? Dans un premier temps déjà? Dans un premier temps, c'était une consultation féminine, moi-même. Oui. Pas du couple. Il n'était pas concerné, parce que généralement, c'est la femme qui... Voilà, pour nous, c'est la femme qui doit consulter en premier. C'est elle. Alors, j'ai exploré. J'ai fait pas mal l'hystéro, alors l'échographie, l'hystéro, le bilan hormonal. À cet instant, à ce moment-là... C'est-à-dire, on vous demande une batterie d'examens à faire. Une batterie d'examens. Tout était normal. D'accord. Les résultats étaient normaux. On m'a mis quand même sous clomide à l'époque, sous un traitement pour stimuler et tout ça. Ça n'a rien donné, ça m'a, au contraire... les hormones, c'est ça fait grossir, tu prends du poids quand même. Ensuite, j'ai arrêté. Premier traitement, clomide. Ensuite, j'ai arrêté. Je peux vous dire que je suis restée plusieurs années pour reprendre. Oui. Alors, au bout de la 10e année, c'est là où le premier spermogramme a été fait. Et voilà, c'est à partir de là. Ensuite aussi, on s'est arrêté. Parce que je me dis, je ne prends aucun traitement. Je suis bilan hormonal était dans les normes. Tout ce que c'est-à-dire toutes les explorations étaient positives. C'était bon. C'est-à-dire, c'était... Alors, on est resté. On a continué. Votre mari est parti consulter après une pression de votre part. Ça s'est passé comment? Je lui ai expliqué toujours qu'il fallait explorer. Et puis un beau jour, voilà. C'est comme tout ces messieurs-là, c'est comme ça. Il a fallu 10 ans, mais quand même ensuite il a fait à partir de ce moment-là, c'est parti. Après finalement, vous avez subi un traitement, les deux, hein, c'est ça? Non. 10 ans, il a fait son spermogramme, il y a eu les résultats, et ce qui a été fait est fait, ce qui doit se faire, oui. Mais ensuite, on est resté. Hein. Combien d'années? C'est au bout de quand j'ai eu... on est resté sans rien faire. Hein. Oui, sans traitement. Sans traitement. À 37 ans, à part l'hygiène alimentaire que j'ai changé, tout ça, voilà, un régime. Bon, voilà. Et quand j'avais 37 ans, c'est là où c'est le déclic qu'il fallait quand même. Voilà, il y avait la notion d'urgence. Oui. Est-ce que les gens consultent précocement, docteur Kerfa, ou attendent justement? Non, il y a de tout. Il y a de tout. Je reviens à Madame Mamoura. Pour son mari, c'est un record. 10 ans pour faire un spermogramme. Oui. Et... Ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui? Rassurez-nous. Ça se passe un peu mieux? C'est toujours la femme qui est pointée du doigt. Oui. Le plus souvent, c'est elle qui se présente en premier. Il faut expliquer aux gens qu'on commence par une batterie d'examens, le moins douloureux, le moins coûteux. Le moins douloureux, le moins coûteux, qui nous donne le maximum de résultats, c'est un spermogramme. Le spermogramme n'est pas douloureux. C'est un examen qui est très simple à faire, qui nous donne 30 à 50% des causes de ce retard à avoir une grossesse. Mais c'est toujours la femme qui est pointée du doigt. Soit elle vient seule.
dans la majorité des cas. Soit elle vient accompagnée par la belle-mère ou la belle-sœur. Il y a quand même une minorité qui vient en couple. Oui. Le spermogramme est difficile à faire. Je vous donne un exemple. Il y a des infertilités secondaires. Il y a des femmes qui ont eu des couples qui ont eu des enfants. Ensuite, stop. Lorsqu'ils essaient d'avoir un deuxième enfant, ils n'y arrivent pas. Et c'est la femme qui est stigmatisée. C'est bizarre. L'homme n'est pas impliqué. Pour lui, il est toujours, du moment qu'il a une bonne sexualité, il attache toujours la sexualité à la fertilité. Mais pourquoi, docteur Khalfa, est-ce que les hommes désirent moins les enfants ? Est-ce qu'ils sont moins impliqués? Est-ce que c'est toujours la femme qui veut absolument être parent ou être maman? Pourquoi les hommes ne consultent pas? Les enfants autant que les femmes, peut-être parfois plus. Le fait de se faire examiner, c'est une forme d'humiliation. Le fait d'aller le spermogramme doit être fait au labo. Eh ben, c'est une invention algérienne. Le spermogramme se fait à domicile et on le ramène parce qu'on se dit, l'essentiel c'est qu'il fasse son spermogramme. Là, c'est des concessions qu'on fait. Il y a des femmes qui sont suivies pendant des mois avec une batterie d'examens qui coûte cher, qui sont dangereux. Faire une hystérosalpingographie, madame l'a fait, et elle peut vous dire que c'est douloureux et que c'est pas simple et ça coûte de l'argent. C'est l'examen des trompes, c'est ça? C'est quoi exactement? L'exploration des trompes. Les trompes, c'est anatomiquement, c'est les organes qui relient l'utérus aux ovaires. Pour explorer les trompes. Il y a des femmes qui arrivent au bloc, on leur fait des célioscopies alors qu'on n'a même pas de spermogramme. 10 ans sans spermogramme, c'est une aberration. C'est injuste et en même temps, peut-être, il faut le dire aux gens qui nous regardent, que cela pourrait retarder considérablement. Mais la femme est capable de ce sacrifice. L'essentiel, c'est qu'elle ne s'arrête pas. Oui, mais si c'est une stérilité mixte, par exemple, ou si le problème est chez l'homme, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, docteur Benaïbouche? Absolument. Il faut vraiment insister sur là. Il faut que les gens le sachent. C'est vrai que la femme, elle est beaucoup plus désireuse que les hommes, mais ce n'est pas pour autant c'est ce qu'on appelle des examens invasifs. On n'a pas le droit, d'ailleurs, sur le plan médical pur, on n'a pas le droit d'arriver à un examen invasif alors qu'elle n'a pas fait de spermogramme. Moi, je suis choqué. Il faudra... L'issue est heureuse pour vous et tant mieux, vous avez un enfant, mais il ne faut pas que ça dépasse l'année pour faire un spermogramme. Parce que comme l'a dit Dr Khalfa, ça renseigne énormément et on élimine 50% des causes. Et on a une orientation. Absolument. La première chose qu'on doit faire, c'est éliminer les causes. Et avec un spermogramme, on élimine 50% des causes. On n'a pas le droit de faire un examen invasif avant de faire un spermogramme. En plus de ça, on peut vraiment passer à côté du diagnostic. Et puis, il faut que les hommes sachent qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre la virilité et l'infertilité. Il faut insister là-dessus. Il y a des hommes qui sont très fertiles et qui ont des difficultés sexuelles énormes. Il y a d'autres qui n'ont aucune difficulté sexuelle et qui n'arrivent pas à enfanter. Ça n'a absolument rien à voir. Oui. Alors, Madame Amoura, on parle depuis tout à l'heure un peu de l'aspect psychologique de la chose. On a dit qu'il y avait une souffrance justement psychologique, mais il y a aussi une souffrance, puisqu'on est en train de parler un peu de la prise en charge, une souffrance physique quand on est en plein dedans avec les explorations, avec les traitements. Vous avez dit que vous avez abandonné justement votre traitement. Effectivement, parce que vu de l'extérieur, on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ça. Parce que pendant les explorations, par exemple, le jour où j'ai fait l'hystérographiie, je me suis dit plus jamais je referai cet examen. Non, c'était très douloureux, la première que j'ai faite. Prendre un traitement, ça m'a vraiment changé. Je voulais plus. Et puis la logique, parce que la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réfléchir. Moi, je parle de moi-même. Je me dis pourquoi je prends un traitement? Tout est normal, je ne prends pas. Je l'ai pris pendant 3 mois, si je me rappelle bien. Mais pourquoi on vous a donné un traitement s'il n'y avait aucune anomalie? Avant, on stimulait. Oui, une stimulation ovarienne. Ovarienne, voilà, et parfois. Et quand on fait aussi une hystérographie, c'est vrai que parfois ça donne. C'est-à-dire on vérifie les trompes, c'est bien ça, et puis si c'est pas bouché, et puis il y a des résultats. Il y a certaines femmes qui... Docteur Khalfa? Oui, c'est normal qu'on donne un traitement à une personne qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'anomalie. Le traitement est supposé corriger une anomalie. Lorsqu'il n'y a pas d'anomalie, on voit beaucoup d'ordonnances, d'inducteurs d'ovulation
qui ne sont pas dénués de risques. Le but, en fait, n'est pas de sortir avec une ordonnance, justement. C'est ça ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Exact. Et ce qui est dommage, c'est que certains médecins rentrent dans le jeu. C'est-à-dire qu'une femme, elle vient consulter, au lieu de demander un spermogramme, elle sort avec une ordonnance. Elle a l'impression d'avoir un traitement, alors qu'elle n'a rien. Elle a un cycle régulier, elle n'a pas besoin de médicaments. C'est une horloge qui fonctionne très très bien. Il n'y a aucune raison d'aller tripoter dans l'horloge. Il n'y a aucune raison. Si elle sort avec un traitement sans raison, ce n'est pas normal, à mon avis. Oui. Docteur Hachi, est-ce qu'on peut revenir sur les facteurs de risque chez l'homme, justement? Oui, bien sûr. Oui. Bon, les facteurs de risque, ils sont actuellement bien connus. C'est essentiellement les problèmes d'environnement. C'est ce qu'on appelle, un terme qui revient souvent actuellement, ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est un ensemble d'éléments qui altèrent la fertilité de l'homme, qui altèrent la qualité du sperme et qui sont liés à la vie moderne. L'alimentation, on paye cher, finalement, cette vie moderne. La malbouffe, le stress, la circulation, ce qu'on vit tous les jours. Absolument. Tout ça, ce sont des choses qui impactent grandement la qualité du sperme. C'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que parfois on nous ramène un spermogramme et on nous demande de donner un traitement sans examiner le patient, sans examiner l'homme. Où on a des patients, des hommes qui ont été traités alors qu'ils n'ont pas été examinés, ce qui est un non-sens. Donc il est absolument important de s'assurer qu'il n'y a pas... Il faut qu'il y ait un examen physique, absolument, c'est ça? Parce qu'il y a les problèmes environnementaux, les problèmes de stress oxydatif, mais il y a également des problèmes chez l'homme, des problèmes au niveau testiculaire, au niveau hormonal. Et là, on peut corriger beaucoup de choses. Donc, il est absolument impératif que l'homme se fasse examiner et puisse avoir les traitements qui vont peut-être régler le problème. Oui. Alors, il y a un facteur de risque, je pense que c'est valable aussi pour les femmes, qui est très important. Alors, l'âge, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez dit à partir de 35 ans, c'est ça? Absolument. Il faut s'inquiéter. Et puis, il y a aussi le tabac, qui est aujourd'hui un facteur très important, y compris le tabac passif. Absolument. Le tabac passif, tous les toxiques, en fait. C'est-à-dire même quand on a des métiers où on est exposé, c'est ça? Absolument. Dans les restaurants, ce n'est pas pour rien que dans le monde occidental, il est interdit de fumer dans tous les restaurants. C'est parce qu'il y a le tabagisme passif. Le bonhomme, le restaurateur qui est le serveur, le pauvre, il est en train de fumer autant que celui qui fume. Aujourd'hui, il est établi que ça a une. Il est établi que, par exemple, ça affecte la qualité des ovocytes, la qualité du sperme, l'anidation. C'est une cause d'infertilité, en fait, pour être bref, le tabagisme et tous les toxiques sont des facteurs d'infertilité, comme l'obésité d'ailleurs, parce qu'il faut revenir dans nos pays où il y a de plus en plus d'obèses. Je suis pas un bon exemple. Effectivement, l'obésité est un facteur de risque d'infertilité masculine, comme d'infertilité féminine, qu'il faut prendre en considération. Et comme effectivement, c'est extrêmement difficile d'amaigrir, mais justement, c'est pas toujours facile de maigrir. C'est très facile pour nous de dire à la dame ou au monsieur, maigrissez monsieur, mais c'est un processus pour faire maigrir. Et il ne faut pas seulement faire un régime, il ne faut pas seulement faire du sport, c'est une prise en charge médicale qu'il faut. Et ces gens-là, quand l'obésité par exemple, il faut absolument l'intégrer dans la prise en charge. Il faut expliquer aux femmes que ça fait partie du traitement. Vous savez que dans les ovaires micropolykystiques, par exemple, comme on l'appelle chez nous, on a des kystes au niveau des ovaires, des petits kystes qui font des troubles hormonaux par exemple, le fait de maigrir 10% du poids, on n'est pas en train de dire maigrissez de 20 kilos, c'est juste 10% du poids et vous avez 80% de résultats par exemple de grossesse, pour vous dire que tout ce qui est obésité est à prendre en charge comme cause d'infertilité, comme les toxiques, le tabac, la drogue. Il ne faut pas la sous-estimer, l'alcool. C'est vrai que chez nous, c'est peut-être un peu moins, mais ça existe. Il faut sensibiliser les gens à tous ces toxiques. Absolument. Alors, il y a aussi la génétique. Vous en avez parlé tout à l'heure, docteur Hachi, c'est-à-dire si on a des antécédents dans la famille, c'est ça? Oui, absolument. Il y a des antécédents, ce qu'on appelle par exemple la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est aussi une étiologie, une cause d'infertilité. Et la génétique a un grand rôle, notamment parce qu'elle permet si vous voulez, de prévoir si, par exemple, dans les centres de PMA, il y aura des résultats. Je sais que l'étude génétique est très importante et on a donc pu faire beaucoup par l'étude notamment de la fragmentation de l'ADN, qui est quelque chose qui est étudié actuellement.
une prévision, si vous voulez, dans la réussite des traitements de la fertilité. Oui. Docteur Khalfa, il y a aussi certaines maladies, certains antécédents aussi de chirurgie, par exemple, aussi, qui peuvent affecter notamment chez la femme. Par exemple, comme le cas de l'endométriose, la thyroïde aussi, et puis certaines chirurgies, comme la chirurgie pelvienne, par exemple. Toute chirurgie pelvienne qui risque de toucher aux ovaires risque d'altérer la réserve ovarienne. Et d'ailleurs, il y a un domaine qui est nouveau, qui est le domaine de la préservation de la fertilité. Chez c'est très important. C'est très, très important. Chez nous, il y a des jeunes filles célibataires qui, malheureusement, développent un cancer. Tout le monde, il y a un risque de développer un cancer chez tout un chacun. Chez la jeune fille, normalement, avant d'entamer un traitement, une chimiothérapie ou une radiothérapie qui peut détruire définitivement sa réserve ovarienne, il est possible actuellement de faire une préservation de la fertilité, de récolter un certain nombre d'ovocytes. Le jour où elle guérira et elle fondera un foyer, elle trouvera ces ovocytes disponibles pour qu'elle puisse avoir des enfants. Pour l'homme aussi, c'est valable. Pour l'homme, c'est encore plus facile parce qu'il suffit juste de récolter son sperme et de le congeler. Donc, nos oncologues doivent être à l'écoute et doivent faire attention qu'avant d'entamer un processus de chimiothérapie ou de radiothérapie qui risque d'être extrêmement agressif sur les gonades, féminines ou masculines, il y a possibilité de préserver la fertilité. Ça, c'est un signe. Est-ce qu'on en parle? Vous pensez qu'on en parle aujourd'hui, docteur Khalfa? Est-ce qu'on sensibilise suffisamment les gens, par exemple, avant un traitement? Est-ce qu'on dit que ce traitement peut avoir une incidence sur votre fertilité? Il faudra prendre des précautions. Quand on a des maladies aussi, est-ce qu'on dit aux gens qu'il faut se faire dépister, par exemple? Absolument. Donc, malheureusement... Parce que c'est important de se faire dépister précocement. Autant pour le cancer, qui est une cause qui est connue, les gens, je pense qu'ils pensent sérieusement. Les oncologues y pensent. Je pense que les oncologues, les radiothérapeutes et les oncologues discutent avec leurs patientes de la préservation de la fertilité. Mais il y a d'autres maladies, l'endométriose par exemple, il faut y penser, sachant qu'en Algérie, il faut savoir qu'en Algérie, on fait la congélation de spermatozoïdes, on fait la congélation d'ovocytes. Mieux, et on fait aussi la congélation d'embryons. Donc on peut absolument essayer de sensibiliser, et ça c'est le rôle des médias, de sensibiliser quant à la faisabilité de cette technique. Parce qu'au niveau des médecins, je pense qu'on le fait. Il faut savoir qu'en France, par exemple, ils viennent non seulement pour les maladies, les femmes maintenant travaillent tardivement, elles se marient tardivement, et ils viennent de faire rembourser la congélation de spermatozoïdes pour des raisons sociétales, c'est-à-dire pour le seul fait que la femme aille dire « moi, je ne veux pas me marier jusqu'à 40 ans, j'ai envie de congeler mes ovocytes », on peut le faire. Chez nous, il y a un vide juridique, ça ne se fait pas encore, mais je pense qu'il faut que le législateur pense à, surtout que même chez nous, l'âge du mariage pour la femme retarde, et les femmes sont de plus en plus intellectuelles, elles font des études, elles sont actives, elles ont une carrière à gérer, et il serait intéressant qu'on s'y penche sur ce domaine. Oui, même pour la FIV ou l'insémination artificielle, il est grand temps aussi qu'elle soit prise en charge par la sécurité sociale, ce qui est juste aberrant. Voilà. C'est vraiment aberrant, parce que quand vous discutez avec... rembourser 1 sur 3, parce qu'on sait très bien que c'est un processus qui ne réussit pas du premier coup. Absolument, mais quand on parle, on dit toujours que ce n'est pas un problème de santé publique, mais enfin, la souffrance du couple... C'est une maladie reconnue par l'OMS aujourd'hui, la fertilité. Et c'est une aberration de notre système, même s'il faut reconnaître que c'est un système correct, le remboursement des médicaments. En moins, on a les médicaments qui sont remboursés, ce qui n'est pas le cas de nos voisins, par exemple. Mais par contre, il faut absolument que la société, les décideurs fassent un effort pour faire rembourser les tentatives, au moins 3 tentatives de fécondation in vitro. Parce qu'une, ça ne suffit pas. Le taux d'échec est de 30% dans les meilleurs centres, et donc on a besoin de... Taux de réussite. Le taux de réussite est de 30%, oui, absolument. C'est vrai. Docteur Hachi, est-ce qu'on peut parler aussi de causes psychosomatiques dans l'infertilité ?
Oui, éventuellement, mais ce n'est pas très important. Non, ce n'est pas vraiment établi. Bon, il peut y avoir parfois c'est essentiellement des problèmes plutôt sexuels, on dira. Mais pour l'infertilité, si vous voulez, il y a une partie des causes qui ne sont pas bien expliquées actuellement. Il y a des infertilités, comme on dit, idiopathiques, comme a dit le docteur Kerfa. Mais, si vous voulez, dans la grande majorité des cas, on arrive à trouver une cause. Et c'est heureux. Hein. Oui. Alors, on consulte, même quand c'est une consultation du couple, on consulte le gynécologue en premier temps. Après, la prise en charge peut se faire, par exemple, pour l'homme, elle peut se faire d'une manière pluridisciplinaire, c'est ça? Lorsqu'il y a un problème d'infertilité, la locomotive et le moteur du couple, c'est la femme. C'est la femme c'est le couple qui vient chez le gynécologue le plus souvent. Le plus souvent, et on en profite lorsque le couple vient pour examiner et la femme et le monsieur. C'est la femme qui est le moteur, c'est la femme qui gère le couple. L'homme, en général, ne fait rien. C'est la femme qui le pousse, c'est la femme qui l'incite à examiner. Et c'est comme ça. Notre société, c'est comme ça. C'est la femme qui est le moteur. Oui. Voilà. Oui. Alors, au passage, je rappelle, Madame Amoura, que vous êtes sage-femme, je l'avais dit au tout début de l'émission. Est-ce que vous pensez que votre métier, qui était d'accompagner des femmes, aider des femmes à mettre des bébés au monde, vous a aidé dans votre souffrance, parce que disons-le, aujourd'hui encore, vous en remettez pas, vous me le disiez tout à l'heure, ça vous a aidé ou à l'inverse, vous pensez que ça vous a enfoncé? Le fait d'aider des femmes tous les jours alors que vous avez souffert d'une infertilité pendant plus de 20 ans? De toute façon, ça m'a pas fait souffrir vraiment. Oui. Pas du tout, au contraire, bien au contraire. Je pense que ça m'a épanouie. J'ai eu de la chance c'est-à-dire de choisir d'être sage-femme, si vous voulez. C'est une chance, du moins pour moi. Je ne ressentais pas du tout le manque du moment que j'accompagne, je lui mets le bébé. Ça vous rendait heureuse? C'est une joie que je partage. Oui. Alors, quand j'ai des cas d'infertilité, qu'on césarise ou qu'on... alors, c'est des youyous. On est toutes joyeuses, tout le monde, toute l'équipe est contente. Et je partageais ça, et parfois il y a des amis où j'y vais même pour assister, c'est-à-dire à la cérémonie. Oui. J'ai pas de complexe, pas du tout. Ça vous a aidé à surmonter justement les moments de déprime, les moments difficiles que vous avez traversés? C'était l'endroit idéal, vraiment c'était votre carburant. Oui, mon oxygène, mon carburant, tout ce que vous voulez, c'était ma joie de vivre, c'est d'aller de travailler. Oui. Ça vous est déjà arrivé de désespérer? Alors pour revenir un peu sur les traitements, justement, vous avez tout à l'heure raconté que vous avez eu dans un premier temps un traitement hormonal que vous avez arrêté. Est-ce que vous étiez désespéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais désespéré. Pourquoi? Je me dis, tout est possible. Tant qu'on est en vie sur Terre, tout est possible. Oui. C'est ce que je me disais. Ça va venir. Quand est-ce? Oui. Docteur Kerfa, pour les traitements, alors vous allez me dire ça dépend de la cause, on va dire, dans un premier temps, oui. Quels sont les traitements aujourd'hui qu'on propose pour l'infertilité? Toujours, la prise en charge dépend de l'urgence. Il faut considérer qu'une femme qui approche la quarantaine, la prise en charge doit être relativement urgente. Ce n'est pas une urgence vitale, mais il ne faut pas traîner. Plus proactif, c'est ça? Lorsqu'une femme qui a 20 ans, entre 20 et 25 ans, il faut aller doucement. Maintenant, il faut explorer. La première chose à faire, c'est d'explorer et d'essayer d'étiqueter cette infertilité, mettre une étiologie sur l'infertilité. Est-ce qu'elle est masculine? Est-ce qu'elle est féminine? Si elle est féminine, est-ce qu'elle est mixte? Si elle est féminine, quelle est la cause de cette infertilité? Il y a un certain nombre de causes. Et essayer de commencer les traitements du plus facile au plus... Parfois le traitement radical s'impose. Il y a des couples où il faut aller en PMA rapidement. Lorsque le monsieur présente un spermogramme catastrophique, on sait que la seule solution, c'est de passer en procréation médicale assistée. Maintenant, lorsqu'on ne trouve rien, comme le cas des infertilités idiopathiques, on peut essayer d'aller doucement par une amélioration d'hygiène de vie, aller doucement. C'est ça. Voilà, quand on a le temps, absolument. Essayer de surveiller la qualité ovulatoire de la femme et essayer d'améliorer dans un sens. Il y a des médicaments qui ne sont pas très agressifs. Ensuite, on y va par palier en prenant en considération toujours l'âge de la femme. Il ne faut pas faire perdre du temps à la femme.
C'est très important. Maintenant, il y a des médicaments qui sont extrêmement dangereux lorsqu'ils ne sont pas bien manipulés. On peut provoquer ce qu'on appelle une hyperstimulation et la femme peut se retrouver en réanimation. Ce n'est pas des médicaments simples à manipuler. C'est ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. À quel moment on a recours à une procréation médicalement assistée ou à une FIV? Tout le monde n'est pas éligible, hein. Non, mais justement, on a le reportage a parlé de PMA. Monsieur Carfa, il a un centre de PMA, donc on parle de PMA, mais il faut savoir que le temps essentiel, c'est la recherche de la cause. Oui, parce que traiter une cause, l'exploration est capitale. Et justement, alors nous, madame a parlé de chlomide. Le chlomide, c'est pas des bonbons et ça peut tuer. Tous les traitements ne peuvent pas se donner comme ça sans une exploration et sans une précision dans le diagnostic. Après, la première cause d'infertilité chez nous reste encore l'infection. Et donc, il faut faire un bilan infectieux qui est important. Parfois, il faut juste traiter une infection, que ce soit pour le mari ou pour la femme, et qu'elle est enceinte. Et il y a les règles hygiéno-diététiques en parlent ça, c'est-à-dire des conseils, changer de régime, essayer de faire une activité sportive, ça peut être une cause un traitement pour rechercher. La chirurgie, même s'il ne faut pas aller directement à la chirurgie, ça reste une solution. Mais la présence de fibromes dans certains cas alors, il ne faut surtout pas me comprendre que tout fibrome en entraîne une stérilité. Hein. C'est vraiment dans certaines situations où le fibrome est dans la cavité, par exemple, ou qui peut donner des saignements et entraîne une infertilité. Donc, il faut rechercher. Et là, la chirurgie peut être une solution à cette infertilité. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle indication, beaucoup de gens, parce que ça, c'est une question qui intéresse beaucoup de monde. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein. L'émission est presque terminée. Quelle indication, justement, à quel moment on va conseiller une FIV ou une PMA? Est-ce qu'il y a un profil? Il y a des indications qui sont claires. Même si la femme a 20 ans, elle vient avec des trompes complètement bousillées par une tuberculose ancienne. On sait qu'il y a impossibilité d'avoir une grossesse naturelle. C'est impossible, on le sait. Il y a un monsieur qui vient avec une azoospermie, il n'a pas de spermatozoïdes dans le recueil spermatique. Il a des spermatozoïdes au niveau testiculaire. Là, c'est une procréation médicale. Ça, c'est des indications qui sont franches. Il y a des couples qui traînent des années, qui ont reçu des médications à droite et à gauche, qui ont été bien traités, bien pris en charge, qui ont subi des chirurgies au bout d'un certain nombre d'années. Il n'y a pas eu de grossesse et la femme approche de la quarantaine, elle a sa réserve ovarienne qui commence à s'amoindrir. Là, il faut passer aussi en PMA. Donc, il y a des indications qui sont absolues. Je pense que c'est les bonnes indications. Hein. Lorsqu'il y a un problème masculin, au-dessus de toute thérapeutique, au-dessus d'une cure de varicocèle, au-dessus d'un traitement médical, au-dessus d'une prise en charge, là où on améliore l'hygiène de vie, etc. On a fait tout ça. Ça réussit au bout de combien de FIV? Généralement, c'est jamais du premier coup. On avait parlé tout à l'heure qu'il y a à peu près... réussir du premier coup. 30% il y a 30% de réussite. Il y a 70% d'échecs. Mais ça peut marcher du premier coup. Oui. Docteur Hachi, pour terminer juste sur peut-être l'infertilité masculine qui touche beaucoup d'hommes aujourd'hui en Algérie, faut-il le rappeler. L'ICSI, on en avait parlé tout à l'heure dans le reportage, c'est quoi? Brièvement pour terminer. L'ICSI, c'est la micro-injection, c'est le fait de faire pénétrer le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Ça marche pour des cas très désespérés, c'est pour ça peut-être qu'il est important de le rappeler. Ce sont des patients qui sont pris dans les centres de PMA. Et ça, je voudrais dire que la création de ces centres de PMA, qui sont maintenant implantés partout en Algérie, a permis de soulager beaucoup de couples, de régler beaucoup de problèmes, quand on sait que les gens allaient beaucoup à l'étranger, il y a quelques années. Absolument. Et là, effectivement, la PMA... On attend le remboursement, peut-être. Oui, merci beaucoup, messieurs, dames, on termine sur ça. Merci à vous, Madame Amoura, encore une fois, d'avoir libéré la parole. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Cette émission est à présent terminée. Un seul mot d'ordre, consulter à deux. C'est une maladie du couple et un enfant, ça se conçoit à deux. Merci encore de nous avoir prêté attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous revois vendredi prochain. Au revoir.